chouette. Et donc aujourd'hui, comme annoncé, je vais vous parler de chouette et de hibou, et plus particulièrement dans la saga Harry Potter. Pour les vieux routards des Geek Fairies on the Web, c'est assez drôle parce que cette conférence, je l'avais déjà faite en version papier. D'ailleurs, j'ai encore ici les versions imprimées, mes petits documents que j'avais, parce que la technique en 2013 ou en 2014 n'était pas la même que celle que l'on a aujourd'hui. Et donc j'ai déjà fait cette conférence qui a été perdue. Donc il n'y a pas de trace du streaming sur YouTube parce qu'on n'avait pas pu sauvegarder la conférence. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça sera chose rattrapée, même si peut-être que le temps va me manquer un petit peu. Donc allons-y, hardis compagnons, parlons de chouette et de hibou pour ululer dans la nuit. Alors donc dans l'univers d'Harry Potter, l'histoire commence, vous le savez, avec le point de vue des Dursley, un jour mystérieux où on voit que de nombreux hiboux volent en plein jour et de nombreux chouettes, et cela fait se poser plein de questions aux Moldus qui soupçonnent que quelque chose d'inhabituel s'est produit. Et donc dans la saga Harry Potter, finalement, les chouettes et les hiboux sont un petit peu partout. Ici, je vous ai mis l'image d'une des affiches qui a été éditée pour le premier film. Et donc les hiboux et les chouettes sont utilisés pour faire circuler le courrier des sorciers. Et ce qui est leurs lettres, ils les appellent aussi des owls. Donc j'y reviendrai, mais pour les Anglais, chouette et hibou, c'est le même terme, c'est donc owls. Et c'est aussi le terme que les sorciers utilisent pour s'envoyer des lettres. Ils s'envoient des chouettes. Voilà. Donc je vous ai remis quelques illustrations, celle de Marie Grandpré, avec on voit Errol qui est épuisé, qui se fait porter par deux autres hiboux, une image issue de Pottermore avec un hibou aux fières aigrettes qui porte son petit parchemin, et un autre donc dans la fameuse volière à Poudlard. Car oui, il y a une volière à Poudlard où les étudiants peuvent emprunter donc des chouettes et des hiboux pour leur correspondance, ce qui est bien pratique. Et aussi, parce que je voulais donc souligner l'intérêt des chouettes et des hiboux pour le monde sorcier, pour dire que c'était aussi le logo officiel du département de régulation et de contrôle des créatures magiques. Donc autant dire que pour les sorciers et les sorcières, les chouettes et les hiboux jouent un rôle primordial donc dans l'univers de J.K. Rowling. Mais j'y reviendrai. Donc bien sûr, la chouette emblématique, ou devrais-je dire le hibou, j'y reviendrai, c'est bien entendu Edwige, qui est un Harfang des Neiges, et qui est donc le compagnon de Harry que Hagrid lui offre avant qu'il fasse sa rentrée. Mais avant de vous parler donc de la saga plus en détail, je voulais revenir, comme j'aime bien faire des historiques, sur la représentation des chouettes et des hiboux à travers l'histoire et à travers certains pays, au travers des cultures différentes. Et en fait, il s'avère que l'une des plus anciennes représentations que l'on a de hiboux date du Paléolithique supérieur. Et oui, on a une illustration, donc là je vous ai mis des illustrations de la grotte Chauvet, qu'on trouve en Ardèche, qui date donc de moins 40 000 à moins 25 000 ans avant notre ère. Et on trouve ceci, qui est, à ma connaissance, la représentation la plus ancienne d'un hibou. Donc vous voyez ces deux petites aigrettes, son bec, etc. Donc je trouve ça assez drôle de voir que nos très lointains ancêtres avaient déjà jugé bon de les représenter sur les grottes. Une autre représentation beaucoup plus connue, celle de la Grèce antique. Vous le savez peut-être, la chouette, c'était le symbole de la déesse Athéna, la déesse de la guerre et de la sagesse, et aussi donc de la ville d'Athènes qu'elle personnalise. Et donc vous avez ici donc un drachme, donc la monnaie d'avant l'euro, qui était donc une monnaie ancienne déjà utilisée en Grèce, et la version plus moderne de l'euro qui reprend le même symbole de la chouette et du rameau d'olivier. Et donc, comme je vous le disais, là on voit sur les différentes représentations, sur l'amphore et sur la statue, donc Athéna est très souvent représentée avec les chouettes. Il s'avère aussi qu'en fait à l'Acropole, à Athènes, il y a donc c'est assez haut, c'est un milieu un petit peu sec, et ça pullule d'une petite espèce de chouette qu'on appelle la chevêche d'Athéna, et j'en parlerai plus tard, mais qui est donc une toute petite espèce de chouette. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre ? C'est à peu près tout. Donc la déesse Athéna et la chouette. Et l'une des analogies que l'on peut faire entre la déesse et cette fameuse chouette, c'est qu'apparemment les chouettes, on y reviendra, elles ont des rétines très particulières pour pouvoir chasser la nuit, et leurs yeux réverbèrent la lumière, et on appelait Athéna aux yeux brillants. Alors peut-être qu'il y a un lien entre la déesse qui est donc baignée de sagesse, etc., et qui a ses yeux brillants de savoir, et ce fameux petit volatile. Pour les Romains, c'est un petit peu plus compliqué parce que bien sûr, ils ont l'héritage grec et donc la déesse Athéna est devenue la déesse Mercure, plus ou moins, avec presque les mêmes attributs. Donc on retrouve le symbole de la chouette à travers la figure de Mercure.
Mais aussi, on a dans la Rome antique l'évocation dans la mythologie des striges, qui sont des créatures au cercle crochu, qui sont mi-femmes, mi-oiseaux, qui ne sont pas des harpies, qui ne sont pas des vampires. Là, il y a une représentation qui est une gargouille assez connue, aussi bien pour les amateurs d'architecture que pour ceux qui aiment les grands classiques Disney. Et donc vous avez une des gargouilles qui est donc une représentation d'une strige qu'on trouve donc sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et en effet, les striges, qui viennent donc du latin strix, qui veut dire sorcière, ce sont des créatures donc assez redoutées qui sucent le sang des nouveau-nés. Donc c'est quand même les striges, ça donne quand même tout de suite l'ambiance. Et de mot strige, on a donné le nom aux strigidés, qui est une des deux grandes familles donc de chouettes et de hiboux. Vous avez les strigidés et les titoïdés. Et donc ça vient de strix. Donc tout ça pour dire, on y reviendra, mais que à partir de l'époque romaine, la vision de la chouette n'est plus aussi positive. Ce n'est pas juste la représentation de la sagesse et de la connaissance, c'est aussi un personnage qui fait peur, qui vit la nuit, qui suce le sang des nouveau-nés. Et donc au Moyen-Âge, là ça y est, ça commence à être carrément foutu. Il y a la tradition chrétienne qui s'en mêle et les chouettes sont qualifiées d'animaux maléfiques. Ils sont symboles de mort, ils font peur, ils sortent la nuit, ils font des cris lugubres. Tout ça ne va pas en leur faveur et vers une bonne réputation. Super, j'ai du rab. Il aura 44 minutes. Wouhou! Donc super, je vais essayer de parler moins vite et peut-être de prendre un peu plus mon temps, mais comme ça ira mieux pour vous raconter tout ça. Donc ici, je vous ai mis l'illustration d'un bestiaire médiéval anglais que je trouve très chouette et où vous avez donc des corneilles. Alors ils disaient que c'était une corneille, mais je pense que c'est quand même une pie avec le ventre blanc. C'est pas juste parce que j'aime les pies, mais clairement ça y ressemble. Et apparemment, c'était, selon les gens qui vivaient à l'époque médiévale, les ennemis jurés de la chouette. Et donc, pour les gens de l'époque médiévale, entendre le cri de la chouette, c'était annoncer la mort de quelqu'un. Donc c'était vraiment très très lugubre. Et puis, voilà, c'est un animal qui a été, dès le Moyen-Âge, mais ensuite, un animal associé au diable. Donc là aussi, je vous ai mis une peinture qui représente bien ça, de Martin van Myle de 1911. Donc ça, c'est beaucoup plus récent, mais où vous voyez une jeune femme dénudée qui est accrochée, attachée, qui est donc une sorcière, avec une autre vieille femme et d'autres femmes nues, parce que les sorcières, voilà, elles sont forcément nues. Et derrière, vous avez donc une figure démoniaque avec la silhouette de la de la chèvre, qui est donc un des symboles du diable. Et derrière, vous avez, si vous regardez bien, un hibou qui est perché sur son petit monticule et qui observe la scène. Et donc, malheureusement, ils ont été associés donc, aux sorciers et aux sorcières, et avec d'autres animaux qui ont l'habitude de vivre la nuit et d'être des prédateurs, bon pas tous, mais comme le chat, les chauves-souris, les crapauds, et autres animaux qui faisaient donc très peur, et qu'on associait donc aux forces surnaturelles un peu inquiétantes. Donc malheureusement, pour les chouettes et les hiboux, c'était un petit peu la fin de la période de grâce. Et donc, malheureusement, puisqu'ils ont mauvaise réputation et que les gens en ont peur, il y a forcément des conséquences. Et ce sont des animaux qui sont encore de nos jours persécutés. C'était le cas dans le passé, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a notamment le cas d'une fête en Inde, la fête de Diwali, qui est la fête des Lumières, très jolie, etc. Où l'une des traditions, c'est de sacrifier des chouettes vivantes pour empêcher que la déesse de la bonne fortune, Lakshmi, quitte la maison des gens, là où vous sacrifiez l'animal. Et si vous tuez le familier donc, de Lakshmi pendant cette nuit de Diwali, eh bien, la déesse qui apporte la bonne fortune est censée rester. Bien entendu, ce n'est pas légal, mais bien entendu, il y a du braconnage. Et vous avez chaque année des centaines de chouettes qui se font attraper et sacrifier lors de ces festivités, donc pas très festives pour nos amis strigidés. Mais pas besoin d'aller aussi loin, chez nous aussi. Les chouettes, elles n'ont pas non plus été à la noce. Dans les campagnes françaises, du Moyen-Âge jusqu'à maintenant, c'était courant de clouer une chouette morte sur les portes des granges, des maisons, pour éloigner du coup le mauvais sort. Donc là, vous voyez une pauvre petite chouette effraie. En plus, ces chouettes effraie, elles ont tendance malheureusement à cristalliser toutes les peurs parce qu'elles sont très blanches. Elles ont un cri très effrayant que je ne vous imiterai pas ici, mais qui ressemble à une espèce de chuintement de cris qu'elles font au milieu de la nuit. Et malheureusement, on l'appelle la Dame Blanche, parce que les gens la prennent pour un fantôme, parce qu'elle vole toute blanche dans l'air sombre. Et malheureusement, ça n'a pas joué en leur faveur. Mais voilà, donc malheureusement, les chouettes et hiboux n'ont pas toujours été à la fête. Donc ça, c'était pour faire un petit récapitulatif
pour la figure de cet animal-là à travers donc l'imagerie populaire et à travers les époques. Et je voulais réenfiler ma petite blouse de biologiste pour faire un petit topo sur l'écologie de ces animaux. Après, promis juré, on reparlera des chouettes dans Harry Potter. Mais avant ça, je voulais vous présenter un petit peu leurs super pouvoirs et leurs super capacités à travers le temps. Donc tout d'abord, une des plus grosses erreurs qu'on voit le plus souvent, c'est que les gens confondent les chouettes et les hiboux. Alors non, archi non, super non, non. Les hiboux ne sont pas les mâles et les chouettes les femelles. S'il vous plaît, pitié. Ce sont deux espèces différentes. Tout comme vous avez les souris et les rats, tout comme vous avez les chevaux et les ânes, les cochons et les chiens, les chouettes et les hiboux sont deux espèces différentes. Vous avez des mâles chouettes et des femelles chouettes, vous avez des mâles hiboux et des femelles hiboux, et ils sont très bien ensemble, ils ne vont pas s'accoupler avec ceux de l'autre espèce. Et il n'y a pas de croisement entre chouette et hibou à ma connaissance, donc vraiment ils ne se reproduisent pas ensemble, ce sont deux espèces distinctes. Première chose. Et donc, pour cesser toute possibilité de confondre, je vous ai mis donc deux images de Monsieur Wilson, que j'aime beaucoup, une super série de Brad Wilson, le photographe. Et donc vous avez à gauche, donc je vous ai pris un exemple de chouette, parce que des chouettes et des hiboux de par le monde, il y en a plus de 200 espèces. Donc je ne vais pas vous faire un inventaire pour toutes les présenter, je vais surtout me focaliser sur les espèces françaises, puisque c'est celles que vous avez le plus de chances de croiser si vous vivez en France. Donc ici vous avez à gauche une chouette effraie, et à droite un hibou grand-duc. Alors, qu'est-ce qui différencie les deux ? Elles vivent toutes les deux en France, sont tous les deux nocturnes, tous les deux un bec crochu, etc. Qu'est-ce qui fait la vraie différence qu'on puisse les distinguer ? C'est tout simple, c'est les plumeaux de plumes que vous voyez de chaque côté de la tête que l'on trouve que chez les hiboux. C'est ce que l'on appelle les aigrettes. Les hiboux sans Z s'il vous plaît, contrairement à ce que je suis en train de faire, les hiboux ont des aigrettes sur la tête. Ça n'a rien à voir avec leurs oreilles, mais ils ont ça, ces petits plumeaux là sur le haut du crâne, alors que les chouettes n'en ont pas. Okay ? Donc pas trop difficile pour les distinguer. Ensuite, une autre idée qui est très couramment développée, c'est que les chouettes et les hiboux ne vivent que la nuit. C'est aussi tout à fait faux. Il y a certaines espèces qui sont diurnes et qui sont actives à la fois le jour et la nuit. Donc je vous ai mis par exemple deux espèces qu'on trouve aussi en France. Vous avez à gauche une chouette chevêche, la fameuse chevêche d'Athéna, et à droite une chouette épervière qui est plus rare chez nous, mais qui toutes deux vivent et chassent le jour et qui s'en portent très bien. Donc là aussi, hein, c'est les aléas de la biologie, il n'y a pas de règle qui marche à tous les coups. Vous avez des espèces qui ne vivent que la nuit, des espèces qui ne vivent que le jour, d'autres qui sont que crépusculaires, etc. Mais vous avez très bien des chouettes et des hiboux qui peuvent voler le jour. Donc quand tous ces gens trouvaient ça très très bizarre, c'est surtout qu'ils n'ont pas vu beaucoup de chouettes et de hiboux. Hein, c'est les aléas de la banlieue de Londres, à Private Drive, à mon avis, ils n'étaient pas trop habitués aux mœurs de ces petits oiseaux fort charmants. Pour ce qui est du régime alimentaire, là aussi, dans la nature, et contrairement à Poudlard, ils ne trouvent pas de miam-hibou. Donc les chouettes et les hiboux sont carnivores, certains sont piscivores, ils se sont spécialisés sur les poissons, mais ils mangent majoritairement des petits mammifères, des mulots, des campagnols, des souris, éventuellement des petits lapins selon leur taille, des poissons, des insectes, etc. Donc carnivores, et ils ont une particularité qui est vraiment propre à cette famille-là d'oiseaux, c'est qu'ils n'ont pas de jabot. Le jabot, c'est la poche là, que vous voyez apparaître sur mon superbe schéma de poule. Chez les poules, donc, vous voyez, vous avez le bec, l'œsophage, la nourriture va ensuite dans le jabot, alors, où la nourriture est broyée en fait. Et les chouettes et hiboux n'en ont pas. Ce qui fait que pour digérer, ils doivent trouver une autre alternative, parce qu'ils ne peuvent pas broyer les aliments de la même façon, et sachant qu'ils s'avalent quand même des mulots et des musaraignes entières avec le poil, les os, etc., ils ont cette particularité de faire ce qu'on appelle des pelotes de réjection. Vous en avez peut-être déjà vu si vous êtes adepte des balades en forêt, etc. Les hiboux et les chouettes, donc, recrachent de manière assez peu élégante, il est vrai, mais quand même très pratique, des pelotes, donc qui sont constituées des poils, des os, de tout ce que l'animal n'a pas pu digérer, et il les recrache comme ça. Et donc là aussi, je vous ai mis une illustration. Les pelotes de réjection sont très 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 utiles, notamment pour les biologistes, parce que vous pouvez reconstituer facilement le repas de votre animal et savoir de quoi il s'est nourri selon la saison. Donc là, par exemple, sur l'image, on voit des mandibules de petits rongeurs, etc. Donc c'est vraiment une particularité des chouettes et des hiboux, cette absence de jabot et ces pelotes de réjection. Ensuite,
comme je le disais, ce sont des super prédateurs, donc qui se nourrissent de petits insectes ou de petits mammifères qui sont en général très vifs. La plupart d'entre eux chassent quand même à la nuit tombée. Donc il faut certaines adaptations pour trouver de quoi se substanter. Et notamment, l'une des adaptations les plus marquantes des chouettes et des hiboux, c'est leur vue. Ce n'est pas le sens le plus développé, contrairement à ce que l'on peut penser, mais ils ont une vue qui a été donc spécialement adaptée pour la vie nocturne. Là aussi, pour vous faire un comparatif, je vous ai mis donc à gauche toujours ma petite chouette effraie et à droite un faucon, qui est donc diurne, qui sont pris de face, et vous pouvez voir que d'un point de vue morphologique, il y a une différence très marquée. Les chouettes ont vraiment les yeux au milieu de la face, comme nous un petit peu, pour vraiment avoir une très bonne vision binoculaire. Les deux yeux ont des champs qui vont se superposer et qui vont permettre une vue beaucoup plus fine, beaucoup plus nette pour l'animal, pour avoir vraiment un grand champ de vision devant eux. Les faucons, quant à eux, ont les yeux beaucoup plus sur les côtés. Vous pouvez le voir là, votre faucon de face, mais ils sont vraiment sur le côté, ces yeux. Donc ça veut dire que au niveau de son champ de vision, ça va beaucoup moins les deux yeux ne vont beaucoup moins avoir de zones qui se... Ah ça y est, je trouve plus mes mots. Qui sont l'une sur l'autre, du coup, et il y a moins de précision au niveau de la vision à ce niveau-là. Donc, la position des yeux par rapport à la tête est vraiment marquante. Ensuite, les chouettes et les hiboux ont 3 paupières, ce qui est aussi quelque chose qui leur est propre dans la famille des oiseaux. Ils ont donc, comme nous, 2 paupières, une paupière haute, une paupière basse, enfin inférieure et supérieure. Agatha, utilise les bons mots, s'il te plaît. Donc, 3 paupières, 2 comme nous, et une autre qu'on appelle la paupière nictitante, que vous voyez sur cette photo. Là, vous avez une jeune chouette, je crois que c'est une chouette hulotte à vue de nez, et vous voyez cette espèce de voile opaque gris-bleu sur ses yeux. Eh bien, c'est cette fameuse paupière nictitante qui a pour but de protéger l'œil, justement pour éviter quand il y a une trop grande arrivée de lumière au niveau des yeux de l'animal. Puisqu'ils sont quand même adaptés pour récupérer la lumière dans un endroit où il y en a peu. Donc il faut aussi éviter d'être ébloui quand il y a beaucoup de lumière. L'autre chose aussi, toujours à propos des yeux, c'est qu'ils ont des très grands globes oculaires, des très gros yeux par rapport à leur taille. Mais l'autre chose, et vous le voyez par exemple sur ce crâne, donc ça c'est un crâne de chouette, vous voyez ces espèces de disques autour des orbites. Dans les orbites, ce sont les trous pour les yeux, et vous avez donc ces espèces de disques d'os de chaque côté, et en fait ça maintient donc les globes oculaires en place, mais en fait ça veut dire que les chouettes et les hiboux ne peuvent pas bouger leurs yeux. C'est-à-dire que moi je peux rouler des yeux, je peux regarder à droite, à gauche, eux ne peuvent pas bouger leurs yeux. Et aussi, leur rétine est différente de celle des rapaces nocturnes, des rapaces diurnes décidément, c'est-à-dire que leur rétine va leur permettre de capter plus de lumière. C'est ce que je vous disais, ils sont adaptés du coup pour recueillir plus de lumière dans l'obscurité et leur permettre une meilleure vision nocturne. Mais donc comme je vous le disais, ils ne peuvent pas bouger les yeux, et en conséquence, ils ont une adaptation qui là aussi est assez extraordinaire et propre aux chouettes et aux hiboux. Et aux hiboux, je suis désolée. Je crois que je vais prendre une petite gorgée d'eau 2 secondes, parce que là je dis vraiment n'importe quoi, voilà. Les hiboux, faut que j'arrête, hein. Je suis désolée. Les hiboux avec un H. Donc, les hiboux, comme je vous le disais, ne peuvent pas bouger les yeux à cause de ces fameux globes, enfin ces cercles osseux autour des yeux, contrairement à nous qui pouvons donc bouger les yeux, les rouler, etc. Et donc l'adaptation pour pallier à ça, c'est qu'ils ont une rotation de la tête de près de 270 degrés. Et donc c'est ce qu'on peut voir sur cette photo. Vous voyez que votre chouette, elle n'a pas du tout bougé son corps, ses pattes, son dos, mais elle peut bouger presque complètement sa tête pour, de ce fait, pallier le fait de ne pas pouvoir bouger les yeux. Donc voilà. C'est ce que je voulais dire sans 2 Z devant les hiboux. Mais comme je vous le disais, donc souvent on se dit, ce sont des rapaces nocturnes, la vue c'est vraiment le truc le plus important pour eux pour trouver leur nourriture. Eh bien non, en fait, le super sens des chouettes et des hiboux, c'est leur ouïe, leur audition. Ils sont capables d'entendre des petites musaraignes manger des morceaux de graines à des mètres, voire des kilomètres alentour. Alors une petite précision, j'étais pas mécontente de trouver cette photo. C'était que les aigrettes que je vous ai montrées tout à l'heure, les plumeaux de plumes en haut de la tête des hiboux, ce ne sont pas du tout leurs oreilles. En fait, les chouettes comme les hiboux, comme tous les oiseaux d'ailleurs, ils ont
de chaque côté de la tête des trous, donc c'est ce qu'on voit sur la photo, donc pas d'inquiétude, hein, votre animal n'est pas du tout blessé, là c'est juste que quelqu'un a écarté ses plumes pour qu'on puisse voir le trou du canal auditif, comme nous, c'est juste qu'en fait ils n'ont pas de pavillon de chair comme nous sur l'oreille, et donc les trous sont de chaque côté, cachés sous les plumes, et leurs oreilles sont là, c'est pas du tout donc, les plumeaux qu'ils ont en l'air. Mais ce qui est assez marrant, c'est que les deux oreilles des hiboux et des chouettes ne sont pas au même niveau. Bon, nous, on n'est pas toujours très symétrique non plus, vous allez me dire, mais c'est à peu près au même niveau. Et en fait, là, on le voit aussi sur ce crâne. Donc, vous voyez à l'avant les orbites pour les yeux, le bec, mais vous avez aussi ces trous-là qui sont montrés par les flèches blanches sur l'image. Et vous avez donc l'oreille qui apparaît à gauche là, sur mon image et à droite, qui ne sont pas du tout à la même hauteur. Enfin, pas du tout. Il y a quand même un décalage assez important. Et c'est fait exprès, et c'est plutôt bien foutu. Le fait que les oreilles ne soient pas symétriques permettent de réunir des informations donc, qui viennent du haut ou vers le bas et qui permet une localisation beaucoup plus précise de la position de la proie avant de lancer l'attaque. Donc avec ces oreilles dissymétriques, la chouette ou le hibou va pouvoir trouver et localiser bien plus rapidement sa proie et donc lancer une attaque. Ensuite, toujours pour aller dans le sens de la super ouïe des chouettes et des hiboux, l'une des autres adaptations, donc tout à l'heure on a vu que leurs yeux étaient sur l'avant de leur face. L'autre chose c'est que souvent, vous pouvez le voir, bon, c'est vraiment criant chez la chouette effraie, donc que je vous ai mis en photo ici, c'est qu'ils ont un disque facial. Concrètement, ils ont la tête plate. Vous avez cette espèce d'aplatissement ici. Et là aussi, ça fait comme une parabole, c'est-à-dire que ça va permettre de recueillir les sons pour les amener jusqu'aux oreilles de part et d'autre. Ce qui fait que d'avoir cette forme, ce disque facial de plume, voilà, ça va vraiment leur permettre de mieux entendre. L'autre adaptation, mais qui n'est pas franchement liée à l'ouïe, enfin c'est plutôt lié à l'ouïe de leur proie, c'est qu'il ne faut pas se faire entendre. Quand vous chassez de nuit, qu'il n'y a pas âme qui vive, que vous cherchez à trouver des petits mulots et des petits campagnols qui sont super rapides et super bien planqués, le but c'est de surtout pas vous faire entendre pour pas vous faire repérer. Et là aussi c'est quand même très bien pensé. Comme quoi, la sélection naturelle, c'est quand même pas mal foutu. Les chouettes et les hiboux ont développé des super choses pour ne pas se faire entendre. La première, c'est au niveau de leurs plumes. Donc je vous ai remis un schéma standard de plumes. Donc vous avez le rachis, c'est l'espèce de partie dure que vous avez au centre de votre plume, la partie rigide. Et de chaque côté, vous avez ce qu'on appelle des barbes. Alors, j'ai aussi ramené, pour illustrer, une plume. J'ai le grand regret, malheureusement, de vous dire que ce n'est pas une plume de hibou. J'aurais bien aimé, c'est une plume de paon. Oui, de paon. Ils ont aussi des plumes comme ça, les pans, pas que des bleus. Et donc, alors, je vais essayer de montrer tout en tenant le micro, mais c'est pas évident. Donc, vous avez donc le rachis, c'est cette partie-là, la tige, au final, la tige un petit peu dure. Et donc, en fait, la plume est constituée d'ensemble de barbes que vous pouvez séparer comme ça. Et au sein de chaque barbe, vous avez ce qu'on appelle des barbules, qui sont des sortes de petits crochets qui vont permettre de faire que les plumes tiennent ensemble. Et la réussite du vol de l'oiseau va dépendre de l'état de cette plume et de comment les barbes et les barbules restent accrochées entre elles pour permettre une bonne portance avec l'air, pour qu'ils puissent permettre le vol. Donc voici. Et en fait, les chouettes et les hiboux, eux, ce qu'ils ont, c'est ceci. Alors ça, c'est une vraie plume de chouette. Et donc on ne le voit pas encore bien, mais sur le bord ici de la plume, quand on zoome, on voit qu'il y a des barbules qui se font des espèces de petits crochets comme ça. Et en fait, ça permet même un peu d'augmenter la portance au niveau des ailes pour le vol, et ça atténue les bruits. Alors là aussi, il y a quelques vidéos un peu rigolotes qui existent sur Internet, notamment il y en a une qui a été faite par BBC, encore une fois, où ils se sont amusés à enregistrer le bruit du vol d'une chouette effraie. Et il s'avère que ça ne fait quasiment aucun bruit. Parce que justement, en augmentant la portance comme ça de la plume, eh bien, on atténue le bruit au maximum. L'autre chose, bon là c'est ma plume de paon, mais en vrai les plumes de chouette et d'hibou sont très larges. Vu qu'ils ont des rémiges, des plumes d'ailes très très larges, là aussi il y a une très grande surface et ça permet là aussi d'atténuer les sons. Alors, une fois qu'on a fait ce petit tour d'horizon de comment ça fonctionne une chouette et de tout leur super pouvoir, on va revenir non pas à nos moutons, mais à Harry Potter et aux chouettes et aux hiboux. Donc, je me suis proposé de vous présenter quelques espèces que l'on voit apparaître dans les adaptations cinématographiques. Donc, si vous avez Cho Chang,
Je commence mal parce que ce petit hibou, je ne sais pas du tout quelle espèce c'est. Ce n'est, à ma connaissance, pas une espèce européenne. Donc voilà. Malheureusement, il a été coupé au montage et il n'apparaît pas dans la version finale des films, juste dans cette image de promotion. Mais on va commencer par la plus célèbre d'entre toutes, c'est donc Edwige, le Harfang des Neiges, qui est offert par Hagrid à Harry avant sa rentrée à Poudlard. Il y a plein de choses à dire. C'est une espèce très intéressante. Donc, le Harfang des Neiges, c'est une bestiole. Donc, vous avez une carte que j'ai piquée honteusement au site oiseau.net que je vous conseillerais à la fin de cette présentation, qui est donc très bien foutue. Donc, vous pouvez le voir, c'est un animal qui vit dans les zones polaires, là où il y a beaucoup de neige, d'où sa couleur blanche pour ne pas être trop vu dans son milieu. Et vous avez donc toute l'Amérique du Nord, le Groenland, une bonne partie des pays nordiques, Finlande, Danemark, etc. Et elle va jusque en Mongolie, en Chine, en Russie. C'est déjà un oiseau de très belle taille, il fait 1m42 à 1m60 d'envergure. Bon, moi je fais 1m57, donc je vous laisse imaginer tout ça en longueur d'aile d'oiseau, hein, c'est quand même déjà pas mal. 55 à 70 cm de haut, donc ça fait déjà une bestiole à peu près de cette taille-là. 1,6 kg à 2,2 kg, ce qui est déjà beaucoup, parce que là aussi je suis pas revenue dessus, mais les oiseaux, même de taille importante, sont toujours légers. Pourquoi ? Pour permettre le vol. En fait, il y a une adaptation qui existe, c'est qu'on parle d'os pneumatiques chez les oiseaux, c'est-à-dire que leurs os sont remplis d'air. Donc ils pèsent beaucoup moins lourd que nous autres mammifères qui ne pouvons pas voler. Et donc c'est pour ça qu'un oiseau, même de cette taille-là, qui fait 1m60 d'envergure, ça reste avec un poids totalement acceptable. Mais c'est déjà beaucoup pour un oiseau, donc c'est déjà un très bel oiseau, et on estime sa longévité à 10 ans environ. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que Edwige, dans la saga Harry Potter, c'est un prénom féminin. On peut donc penser que c'est une femelle. Or, dans l'adaptation cinématographique, Edwige est presque entièrement blanche. Or, d'un point de vue purement biologique, eh bien, c'est totalement faux. C'est-à-dire que, en tout cas, la Edwige qui est dans vos films, c'est un mâle. Pourquoi ? Parce que chez le Harfang des Neiges, il y a une grosse différence entre le mâle et la femelle. On parle de dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez distinguer visuellement les deux sexes. Et vous avez donc sur cette photo un mâle et une femelle. La femelle est au fond, avec toutes les taches noires sur le plumage, et le mâle est au premier plan blanc, avec quelques très discrètes taches noires sur les ailes. Vous êtes prêts ? Une deuxième démonstration. Donc là, vous en avez deux. Lequel est le mâle, lequel est la femelle ? Bon, c'est plus compliqué là parce que le mâle est plus tacheté, mais en gros, vous avez la femelle à droite, qui est en plus plus grosse. C'est un truc qu'on retrouve beaucoup, je leur dirais, chez les rapaces. À tel point que, par exemple, c'est rapaces diurnes, mais ça marche pour certains rapaces nocturnes aussi, on parle de tiercelet pour les mâles, parce que souvent, ils sont plus petits que les femelles d'un tiers. Et donc, vous avez ici votre femelle harfang à droite qui est toute tachetée, et à gauche, le mâle plus petit et donc plus blanc. Pourquoi ? Il y a une raison simple à cela, c'est que les Harfangs des Neiges, comme la majorité des chouettes et des hiboux, ce sont un peu des fainéants. Ils font pas de nid à proprement parler pour leurs œufs. Alors là aussi, je rappelle, les oiseaux, et notamment ceux-là, ils font des nids qu'au moment de pondre des œufs et de s'occuper des œufs. La nuit, pour dormir, ils ne dorment pas dans des nids. D'accord ? Et donc, l'Harfang, en plus, qui vit en milieu polaire, où il y a rarement des arbres, niche le plus souvent au sol. Et là, par exemple, vous avez une femelle Harfang qui est au sol, donc sur les gravillons. Et ça saute peut-être pas forcément aux yeux là comme ça, mais le fait qu'elle soit toute tachetée, ça la permet de se cacher et donc potentiellement d'éviter les prédateurs en couvrant le nid. Parce que souvent c'est ça, la femelle couvre les œufs et le mâle va chercher de la nourriture pour la nourrir pendant qu'elle garde les œufs. Autre chose sur laquelle aussi on vous ment, donc autrefois, c'est pour ça que je galère un petit peu à vous le dire sans me tromper, mais on l'appelait la chouette Harfang des Neiges. Or, ce n'est pas une chouette, on s'est rendu compte très récemment, en faisant des analyses, qu'elle était beaucoup plus proche d'un point de vue génétique des hiboux. Et en fait, on ne le voit pas sur les photos, parce que je vous l'ai dit, les hiboux ont des aigrettes, les chouettes n'en ont pas. La chouette Harfang, elle n'a pas de plumeau sur la tête, mais en fait, si, elle en a, mais des tellement petits qu'on ne peut pas les voir là comme ça sans aller fouiller dans les plumes de l'oiseau. Donc on l'appelait autrefois Nyctea scandicus, comme les chouettes, et maintenant, depuis peu, ça date de quelques années, on l'appelle Bubo scandicus, comme les hiboux. Donc, en général, maintenant, on l'appelle le Harfang, et plus l'Harfang, parce que c'est classé désormais dans les hiboux.
Le deuxième volatile nocturne le plus connu de la saga Harry Potter, c'est sans nul doute Coxigru, Pigwidgeon en anglais, qui est donc le hibou que Ron hérite quand Sirius leur écrit, à la fin du troisième tome, puisque Ron a malencontreusement perdu son rat, qui en fait s'est avéré être un dangereux criminel. Pour se faire pardonner, Sirius donc envoie une missive à Harry et propose à Ron de garder le hibou qu'il lui envoie. Dans l'adaptation cinématographique, là aussi, Coxigru n'a pas eu la chance d'être conservé au montage, et tout ce que l'on a, c'est donc une image de promotion que je vous ai mis ici, qui représente l'un des plus petits hiboux qui existent au monde. C'est pas le plus petit. Le plus petit, c'est le Elf Owl en anglais, le hibou elfe, je ne sais plus le nom français, pardon. Mais celui-ci est donc une espèce qui est très drôle par ailleurs, donc c'est pour ça que je m'étais dit que j'allais quand même vous en parler, qui est le petit duc à face blanche, Ptilopsis leucotis, et c'est donc une espèce africaine. Donc vous n'avez aucune chance de le croiser sous nos latitudes, mais comme plusieurs petits ducs, alors donc un petit topo quand même, le petit duc à face blanche, donc comme vous le voyez sur la carte, on le trouve en Afrique saharienne et subsaharienne, 50 cm d'envergure, donc c'est beaucoup plus restreint, c'est-à-dire que aile déployée, ça fait quelque chose comme ça, 25 cm de haut et 185 à 220 grammes. Donc un poids plume, clairement. Mais, et là aussi je vous encourage vivement à aller voir les vidéos sur internet, tentez Transformer Owl ou Vampire Owl sur internet. Il y a une vidéo japonaise notamment qui est très drôle, où en fait les gens se sont amusés à exposer donc ce petit duc à des prédateurs plus ou moins grands que lui, de différentes tailles. Donc il y avait le petit hibou, et un soigneur amène d'autres espèces de chouettes ou de hiboux plus grands que lui. Une chouette effraie, un hibou grand-duc, etc. Et selon le type de menace, en fait, il fait des postures d'intimidation pour faire peur à ses prédateurs potentiels. Et vous avez des trucs assez rigolos. Donc vous avez soit il se fait paraître beaucoup plus gros qu'il ne l'est, et donc il écarte les plumes et il a l'air très effrayant. Soit au contraire... Qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est ça, ouais. Rigolez, rigolez. Soit, au contraire, vous avez donc une posture un petit peu intermédiaire, ou le dernier cas de figure qui est très drôle et qui est vraiment très impressionnant. La première fois que j'ai vu la vidéo, j'ai vraiment cru que c'était du photoshopage, mais pas du tout. Vous avez donc cette troisième posture, où ils l'ont appelé, je crois, Dracula Owl, un truc comme ça. Et vous voyez qu'il se fait tout fin, et qu'on imagine pour se fondre dans l'écorce d'un arbre et pour justement ne pas se faire voir. Donc voilà, donc je vous encourage vraiment à regarder ça, c'est vraiment une posture de défense très rigolote. Le troisième, malheureusement, n'a pas eu les honneurs de l'adaptation cinématographique, mais pourtant il est bien là dans la saga Harry Potter. Il y a un autre hibou qui est courant, on va dire, qui a eu l'honneur d'avoir un prénom, c'est Hermès, qui est le hibou que Percy Weasley reçoit lorsqu'il devient préfet de la maison Gryffondor. Et donc, il a été postulé par J.K. Rowling que c'était un moyen-duc européen, Asio Otus, qui est en plus par chance un hibou que l'on peut facilement croiser dans nos campagnes. Donc je vous fais un petit topo. Le moyen-duc européen, vous voyez qu'il est très largement répandu de par le monde. On le trouve en Amérique, dans les zones polaires, en Afrique du Nord, en Asie, jusqu'en Chine, en passant par l'Inde. On le voit juste pas en Amérique du Sud, en Afrique subsaharienne, en Australie, en Indonésie. Une envergure un peu plus intermédiaire, 90 à 100 cm, 35 à 40 cm de haut, donc c'est déjà aussi un individu de taille moyenne, 260 à 435 grammes, c'est plus, et une longévité, là aussi, on le souligne, de 27 ans. Ce qui fait quand même que ce sont, il ne faut pas l'oublier, des super prédateurs, et comme toute chose, ce sont des animaux qui vivent longtemps. Ils n'ont pas cette capacité de se reproduire et de produire énormément de petits, comme certaines proies comme les souris, les rongeurs, les lapins, etc. Donc c'est aussi intéressant de le mentionner. Et donc malheureusement, voilà, on ne voit nullement le hibou de Percy dans les adaptations cinématographiques, mais il est bien là. Celui qui peut-être marque plus les esprits, c'est un autre outsider de la famille Weasley, c'est Errol. Errol, c'est le vieux hibou que tout le monde a utilisé, donc Ron essaye d'éviter au maximum parce qu'il est tellement à bout de force, le pauvre, qu'en général, soit il perd son courrier, soit il lui faut 5 jours pour s'en remettre dès qu'il fait une livraison. Et dans les adaptations cinématographiques, Errol est personnifié par une chouette lapone, qui est
avec pour nom latin Strix nebulosa. On retrouve Strix, qui veut toujours dire sorcière, donc on le retrouve, et qui a donné donc Strigidée et Nebulosa, qui bien sûr évoque le noir. C'est assez drôle si vous regardez les noms latins, juste pas pour vous la péter, mais pour rigoler un petit peu, il y a plein de choses qui reprennent le champ lexical du noir, de la nuit, de ce qui fait peur, etc. C'est assez amusant. Donc là, on voit le pauvre Hérole qui tient la beuglante que les garçons reçoivent quand ils arrivent en début de 2e année après avoir piqué la voiture. Et donc il est affalé sur la table parce que il vole plus très bien, le pauvre Hérole. Cependant, dans la vraie vie, une chouette lapone, ça serait pas du tout maladroit. Et il faut même le dire, c'est même plutôt badass. C'est la plus grande chouette que vous puissiez trouver. Elle est très reconnaissable, donc ça a ces fameux disques très larges autour des yeux. Et ce qui est assez drôle, là aussi, vous pouvez vous taper quelques bonnes petites vidéos assez rigolotes si vous êtes un geek d'animaux, où on peut voir des chouettes lapons sauter dans la neige, des fois jusqu'au milieu du ventre, et elles sont capables d'attraper les rongeurs sous la couche de neige. Donc ça veut dire qu'elles sont capables d'entendre les mouvements de ces petits rongeurs-là sous la neige. Donc là, je vous ai mis quelques photos où on les voit qui s'enfoncent comme ça. C'est pas parce qu'elles kiffent jouer dans la neige, c'est parce qu'elles sont en train de lacérer et d'éventrer, de tuer leur repas sous parfois des couches de neige importantes. Et elles font donc 134 à 158 cm d'envergure, donc voilà, 1,58 m, on y est, hein, c'est ma taille, voilà, ça c'est d'une aile à l'autre. Et elles font 69 cm de haut en moyenne, donc pareil, on trouve une bestiole quand même de taille importante. Et là aussi, au niveau de la répartition, les zones polaires, les zones de toundra, où il y a souvent de la neige en quantité, c'est aussi pour ça qu'elles ont un plumage relativement clair, pour se fondre avec la neige. L'un des derniers que je mentionne, c'est celui de Drago Malfoy, qui n'a pas eu la chance d'être nommé, mais qui est décrit à un moment donné. J'avais noté à quel moment du livre, mais je ne l'ai plus dans mes notes. Ou en tout cas, il est décrit qu'il apporte des quantités de colis remplis de friandises qui font envie forcément à ce pauvre Harry. Et donc, le hibou grand-duc, Bubo Bubo, que l'on trouve aussi par chez nous, c'est un petit peu la Rolls du hibou, quoi. Forcément, Drago Malfoy, il fallait qu'il ait ce qui est de mieux. Le hibou grand-duc, c'est une bestiole gigantesque, c'est le plus grand rapace nocturne, avec le grand-duc américain. 75 cm de haut, 1,60 m à 1,88 m d'envergure, ça se pose là. Les femelles sont plus grosses que les mâles, on a trouvé des individus qui allaient jusqu'à 4 kg d'œufs, donc là aussi c'est de la bonne bestiole. Et on estime qu'en nature ça vit 20 ans, voire 27-28 ans en captivité. Et là, on le trouve donc uniquement en Eurasie, mais il est quand même là aussi très largement répandu, et il s'attaque des fois à des proies de... Là, sur l'illustration, je pense qu'il vient de tuer une fouine ou une martre. Mais il peut s'attaquer à des lapins, etc. Il a des serres quand même assez gigantesques, et il peut déjà porter des poids non négligeables. Donc c'est vraiment un super, ultra, méga prédateur. Je pense que s'il avait envie, il pourrait très bien s'en prendre un renardeau ou ce genre de choses. Voilà. Et ensuite, j'ai pris le parti de vous parler des 2 espèces françaises les plus répandues, qui sont aussi mentionnées dans les aventures d'Harry Potter, mais ce sont des chouettes tout venant, on va dire, des chouettes de la volière, qui n'appartiennent pas, en tout cas officiellement, à certains protagonistes de l'aventure. La plus répandue dans nos campagnes, c'est la chouette hulotte, Strix aluco. Là aussi on retrouve Strix. Donc c'est cette petite bouille toute choupie là, avec les yeux noirs, le grand disque facial. Ça fait quand même 1 mètre d'envergure, 39 cm de haut, 420 jusqu'à 600 grammes à peu près, et une longévité de 18 ans. C'est elle qu'on appelle encore dans les contes populaires les chats huants, et qui se reconnaît les soirs d'été qu'on entend, qui fait enfin vraiment les ululements bien ouhou classiques. C'est celle que vous retrouverez le plus. Je ne sais plus à combien on estimait le nombre de couples, mais c'est vraiment quelque chose d'assez important. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on trouve 2 formes différentes de chouette hulotte. La forme rousse et la forme grise. C'est la même espèce, mais on parle donc de polymorphisme au sein d'une même espèce. Donc ce sont des individus de la même espèce, ils peuvent se reproduire ensemble, mais vous avez donc les gris et les roux. Voilà, donc c'est une des particularités de la chouette hulotte. Et la dernière, pour finir notre tour d'horizon des chouettes et des hiboux français, donc celle qui est un petit peu l'outsider de service, c'est l'effraie des clochers, donc Tito alba. Au tout début, je vous ai dit qu'il y avait 2 grandes familles de chouettes, il y a donc les strigidés
et les titoïdés. Et la titoïdée, c'est elle est toute seule dans sa famille, parce qu'elle a une gueule quand même un petit peu particulière, avec son grand disque facial, ses grands yeux noirs, etc. et son plumage très particulier. Donc c'est une chouette de taille moyenne, elle fait à peu près la taille d'une hulotte, même si elle est beaucoup moins trapue, c'est beaucoup plus élancé, une effraie. On l'appelle des clochers parce que comme tous les chouettes et hiboux, c'est une flemmarde et souvent elle squatte dans les clochers pour envahir des lieux abandonnés par les humains, dans les granges, dans les clochers, pour faire son nid. 85 à 93 cm d'envergure, 44 cm de haut, 220 grammes, donc c'est beaucoup plus léger et une longévité d'en général 13 ans. Et on l'appelle, du fait de son plumage très particulier, la fameuse dame blanche. Et donc, comme je vous le disais, ça fait un cri très très inquiétant, et c'est pour ça que pendant des années, les gens flippaient grave d'entendre ces cris. C'est vraiment un chuintement, un truc vraiment comme un feulement de chat un petit peu. Et c'est une des chouettes les plus répandues au niveau de la répartition géographique. Même si malheureusement, avec les fils électriques et les collisions avec les voitures notamment, parce que sa technique de chasse et de vraiment planer au ras du sol lui vaut malheureusement beaucoup de rencontres inopportunes avec des voitures, et donc sa population est malheureusement en baisse. La bonne nouvelle pour tout ça, et c'est le point que je voulais aborder avec vous pour finir cette présentation, c'est le statut de protection et de conservation de ces oiseaux merveilleux. Donc je vous ai mis 2 bébés qui ressemblent à des bébés hulottes, mais je ne sais pas si ce sont des hulottes, mais qui sont à fond. Il y a donc des centaines de chouettes et de hiboux au monde, mais en France, les principales, on en compte 9. Vous avez la nyctale de Tengmalm, le hibou des marais, la chouette chevêchette, la chouette chevêche, la chouette hulotte, le petit duc, le moyen duc, le grand duc et la chouette effraie. Ce sont les principales. Vous avez en plus des espèces qu'on appelle erratiques, qui habitent pas forcément là, mais qui, au fil de migration ou d'oubli, qui se perdent un peu sur la route et qui peuvent arriver chez nous. Et c'est le cas de la chouette épervière et de la fameuse arfan. Car oui, on a déjà trouvé des arfans en France, c'est rarissime. Souvent, elles ont dû un petit peu se perdre en chemin, mais voilà, c'est arrivé. Et sur ces 9 espèces de chouettes et de hiboux, toutes sont protégées. Donc c'est ce que je voulais vous dire ici, la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux, et il y a même un organisme spécialisé sur Paris, si ça vous intéresse, qui s'appelle la Hulotte parisienne, qui s'intéresse donc aux populations de hulottes en région parisienne. Et donc, pour être plus exact, la détention, l'élevage, le commerce, les transports sont strictement réglementés. C'est-à-dire que les gens qui sont en possession de ces rapaces-là, les fauconniers, les gens agréés, ont dû passer tout un tas de choses pour avoir le droit de les avoir. Donc il faut un certificat de capacité, des volières adaptées, parce que l'oiseau doit être capable d'exprimer ses comportements naturels, c'est-à-dire qu'il doit être capable de chasser, de bouger, de voler, etc. Et il faut une autorisation de détention. Attention, même ramasser un animal mort sur le bord de la route parce que vous voulez ramasser des plumes ou des œufs, etc., normalement c'est totalement illégal. Puisque c'est un animal protégé, vous devez pouvoir certifier l'origine de cet animal-là. Donc c'est vraiment extrêmement réglementé, régularisé, et heureusement, car comme je vous le disais, certaines espèces sont quand même très menacées. Cependant, la législation est différente dans d'autres pays, et c'est le cas notamment chez nos voisins anglais au Royaume-Uni. Et donc je vous ai mis la copie d'un bandeau qui illustrait ce fait, c'est que apparemment, après le succès de la saga Harry Potter, malheureusement, et c'est ce qui est marqué ici, "100 of pet holes abandoned by overly literal Harry Potter fans", ce qui veut dire que des centaines de chouettes apparemment ont été abandonnées après justement cette vague d'achats et d'envie de posséder votre chouette ou votre hibou. Donc, comme le dit cette pauvre chouette abandonnée sous la neige, voilà, n'adoptez pas de chouettes et de hibou, elles sont très très bien dehors, elles sont très très heureuses, sauf quand elles se prennent une voiture, mais sinon elles sont très très heureuses, et elles ne le seront pas du tout dans votre salon, et encore moins dans une cage du format de celle d'Edwige. Voilà. Ce sont des animaux qui sont sauvages, même si vous les achetez chez quelqu'un qui les a élevés en captivité. Contrairement à votre chat, à votre chien qui a été sélectionné depuis des milliers d'années pour avoir des comportements qui collent aux nôtres d'êtres humains, clairement c'est quand même très compliqué d'avoir une chouette à la maison. En tout cas, il faut avoir clairement des adaptations, des volières. Enfin, il faut s'adapter au rythme de vie de l'animal et pas l'inverse. Ils ne sont clairement pas des animaux de salon. Et donc, au niveau de la conservation, que faire? Alors, j'ai juste mis un cas pratique. Que se passe-t-il si vous trouvez un bébé chouette comme celui-là, encore tout dufteux, tout mignon, au sol? C'est comme pour les bébés chevreuils, etc. Malheureusement, tous les ans, il y a des gens qui ramassent des bébés chouettes
parce qu'ils les voient tout seuls au sol, mais c'est pas du tout qu'ils sont abandonnés. C'est juste que, comme je vous le disais, les chouettes et les hiboux font pas de nid correct. Ils en font pas, ils squattent là où ils peuvent. Et donc souvent les petits, en fait, ils savent pas encore voler, mais ils sont en dehors du nid, ils vivent leur vie et ils marchent. Et souvent les parents s'occupent d'eux, les protègent, les nourrissent alors qu'ils sont encore au sol. Donc si vous voyez des jeunes comme ça, qui sont pas blessés, qui n'ont pas l'air affaiblis, qui boitent pas, etc., vous n'y touchez pas, vous laissez tranquille. Et vous partez pour éviter que les parents ne veuillent plus venir. Enfin, là aussi c'est une erreur, hein. Si vous touchez un bébé chouette ou un bébé hibou, c'est pas du tout votre odeur qui empêchera les parents de revenir, hein. Ça c'est un mythe. C'est juste que si vous restez trop autour, les parents vont pas oser se montrer. Et au cas où vous en trouvez un, voilà, ça je redis ce que je viens de dire à l'oral, si vous en trouvez un qui en effet a l'air en mauvais état, là aussi vous n'avez pas le droit de le garder chez vous. Et surtout, vous risquez de ne pas avoir les compétences pour vous en occuper comme il faut. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Contacter les centres de LPO. Il y a des centres de sauvegarde de la faune sauvage partout, qui sont souvent animés, dont la maintenance est assurée par des bénévoles qui sont très dévoués, des vétos, etc., qui sont prêts à donner de leur temps et de leur énergie pour la faune sauvage. Et on les en remercie fortement ici. Je vous ai donné quelques exemples ici, mais c'est purement biaisé. J'ai cité le centre du CEDAF Faune-Alfort, qui est à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, pour les plus parisiens d'entre vous. Si vous trouvez un animal sauvage blessé, vous l'amenez là-bas, et bien sûr, il sera pris en charge. Et j'ai mis aussi le logo du CSFSP, le Centre de soins à la faune sauvage de région Poitevine, parce que le logo était quand même super joli avec des origamis. Mais il y a des centres de gestion de la faune sauvage un peu partout en France, malheureusement de moins en moins, parce que ça demande de l'argent et du temps, et que ce n'est pas forcément la priorité des institutions actuelles, mais c'est très important. Si vous trouvez ce genre d'animaux blessés, il faut agir tout de suite et les amener auprès de ces centres. Pour aller plus loin et mieux connaître les chouettes et les hiboux, si je vous ai donné envie d'en savoir plus sur ces animaux merveilleux, il y a depuis 1995 un événement qui a lieu tous les 2 ans, qui est la Nuit de la Chouette. Alors vous avez raté votre tour pour 2017, donc maintenant vous pouvez déjà prendre vos dates pour mars 2019, dans 2 ans. Donc il y a plein d'événements partout en France, pas à peine de râler, c'est pas que pour les Parisiens, bien au contraire. Partout, en province et ailleurs, vous avez la possibilité de faire des sorties, de faire voir des expos, prendre des photos, mieux connaître ces animaux qui sont essentiels du coup au maintien de notre écosystème. Une autre chose, et pour les plus sudistes d'entre vous, il y a une exposition en ce moment même au musée de Toulouse qui est plutôt bien foutue sur les rapaces, pas uniquement les rapaces diurnes, mais comme il y avait une superbe chouette effraie en poster, je vous encourage à aller la voir. Ça coûte pas bien cher, c'est jusqu'au 29 avril. Et ensuite, rendons à César ce qui est à César. Je me suis beaucoup documentée sur le site oiseau.net, que je vous conseille très chaleureusement. Pour moi, c'est la référence en matière de données naturalistes sur les oiseaux. Et donc, à peu près toutes les données de taille et d'envergure viennent de ce site-là, ainsi que les cartes de répartition géographique. Et ensuite, eh bien, je dirais que c'est à vous. Si vous voulez en apprendre plus sur les chouettes et les hiboux, eh bien, à vous de vous lancer. Peut-être qu'avant de rendre l'antenne, il faudrait juste que je vérifie s'il n'y a pas de questions sur le Ask FM. Tu as la possibilité de voir ça ou voir si c'est dans le coin. Ah, j'ai la tablette qui est branchée. Alors attends. Ouais, mais peut-être qu'elle... D'accord. Alors, tablette, dis-moi ce qu'il en est. Tablette me dit qu'elle est hors connexion. Je doute qu'il y ait beaucoup de chouettophiles et de hibouphiles qui soient battus sur le Ask FM, mais sait-on jamais. Bon, bah ça fonctionne pas. Donc je ne peux pas vérifier pour vous s'il y avait des questions. Il reste 1 minute 20, je suis dans les temps.
Bah, je doute. Mais moi, je n'ai pas internet sur mon Ask FM, mais je suis comme une bêta devant ma tablette pour voir si j'ai des questions et il n'y a pas internet dessus. Mais il n'y a pas internet dessus. C'est bien aimable. Ah, ça y est, c'est revenu. Très bien, super. Euh, Alors, des gens qui ont dit qu'ils ont aimé. Super, merci beaucoup Caroline. Quelqu'un qui disait qu'on n'entendait pas. C'est dommage, je l'ai un peu tard. Ta, 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 ta. Oui, 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 oui. C'est revenu d'un coup, c'est la magie. Alors attends, je crois qu'il reste qu'une seule question et après je vous laisse un petit peu de la place. Je crois que c'est ça. Donc j'ai qu'une seule question qui était assez cruciale. C'est est-ce que un putain de hibou est réellement capable de transmettre un message à quelqu'un? Excellente question. Je pense que ça n'a jamais été testé. Habituellement, pour transmettre des messages par oiseau, on utilise le fait que les pigeons soient en couple et qu'ils soient très attachés à leur colombier. De ce fait, ils reviennent systématiquement à leur site. Donc, ils peuvent faire qu'un seul chemin, c'est-à-dire colombier-endroit ou endroit-colombier. Et les chouettes et les hiboux, de ma connaissance, ils nichent que lors de l'élevage des jeunes. Donc pour revenir à un endroit donné pour envoyer un message, ça serait très compliqué. En revanche, ils peuvent porter des charges assez importantes. Par exemple, une fameuse chouette harfang comme celle, enfin un hibou harfang comme celui de Harry, peut porter un poids qui est celui d'un lièvre variable, qui est de plus d'1 kilo. Et des gens se sont amusés à peser un balai, et un balai apparemment fait moins d'1 kilo. Donc une chouette pourrait porter un balai. Voilà, fin de l'aventure. Je vais donc laisser la place à plein de gens qui se marrent sur les côtés. Voilà, donc je vais rendre l'antenne et on va parler de Dunkerque, de sang, d'humilité, de guerre. Et à vous les studios.